Bonjour à tous. Je reçois M. Innocent Anaki Kobena, président du MFA, entendez Mouvement des Forces d'Avenir. Je précise que le MFA est l'un des partis membres de la coalition au pouvoir. J'ai nommé le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Monsieur Anaki Kobena, bonjour. Bonjour. Est-ce que le RHDP, c'est maintenant du passé? Le RHDP est du passé et je pense définitivement du passé depuis 2 ou 3 semaines. D'abord, après que notre bureau politique du 26 mars dernier ait décidé que nous suspendions notre participation à toutes les activités du RHDP et même moi mandaté, le président du parti, pour prendre contact avec le président Henri Conan Bédié, président du présidium du RHDP, pour que nous ouvrions des négociations quant à, le statut ou les conditions du MFA au sein du RHDP, et 2, quant à la manière de collaborer pour l'avenir. Et au moment où nous attendions ces négociations, nous avons plutôt assisté à quelque chose, à notre avis, de très négatif, à savoir qu'on a suscité, provoqué et encouragé au sein du MFA une espèce de mini-rébellion pour essayer de renverser le président du MFA et faire du MFA une espèce de parti croupion, juste bon pour crier qu'il se reconnaît dans l'appel de Daoud Kro et surtout juste bon pour aller clamer haut et fort partout qu'il est pour la candidature du docteur Alassane Ouattara. Alors nous avons, nous, au MFA, pris ça pour un geste total d'inimitié, mais en même temps qui devait signifier la fin de notre collaboration et de notre appartenance même au RHDP. Alors, c'est qui aurait suscité cette mini-rébellion dont vous parlez? Ce n'est pas un mystère. Cette mini-rébellion, nous l'avons vue naître ou poindre depuis le jour où nous sommes trouvés, le 11 février 2015, au palais présidentiel, où le chef de l'État avait bien voulu recevoir le MFA, le président du MFA et ses principaux collaborateurs pour discuter d'abord de notre fraternité au sein du RHDP et aussi de l'avenir commun. Et à cette occasion, le chef de l'État avait émis le vœu que le MFA, qui ne s'était pas encore décidé, se décide rapidement à déclarer son soutien à l'appel de Daoud Kro et surtout son ralliement à sa candidature unique au sein du RHDP, au niveau du RHDP pour les élections présidentielles de 2015. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? C'est très simple. À cette occasion, nous n'avons pas donné de réponse. Il a été convenu que nous engagions des discussions avec 2 des principaux collaborateurs du chef de l'État pour qu'on voit quelle serait notre plateforme d'entente. Parce qu'il est évident que le MFA, c'est quand même un parti autonome. Il n'allait pas aller faire telle ou telle déclaration parce qu'on lui a demandé ou bien parce qu'on l'a enjoint à le faire. Et nous avons donc commencé ces négociations et avec, d'ailleurs, je ne le cache pas, c'est le Premier ministre Ahoussou Jano et le ministre d'État Amadou Gon. Ce sont les principaux collaborateurs du chef de l'État. Nous avons échangé, mais en tant que président du MFA et avant tout soucieux de défendre quand même les intérêts de mon parti, j'ai fait valoir ceci. Le MFA a été l'un des partis signataires de la plateforme constitutive du RHDP et on pourrait même dire que le MFA a été pour beaucoup dans la constitution, dans la naissance du RHDP. Et de 2005 à 2010, le MFA a été de toutes les luttes du RHDP, de toutes les confrontations avec le régime en place alors, le régime de Laurent Gbagbo, ou bien, comme on l'appelait, la refondation. Il s'est trouvé qu'après la victoire au présidentiel de 2010 de Alassane Ouattara au titre du RHDP, le MFA ne s'est trouvé associé en rien
au gouvernement ni à la gouvernance. Et ça n'a pas eu d'explication, n'a surtout pas eu d'explication. Et ça a duré 4 longues années. Et nous arrivons en 2015 et on demande au MFA de revenir comme si tout avait toujours été bon, comme si tout avait été gai et merveilleux dans le meilleur des mondes possibles. C'est quelque chose qui est trop facile. Le MFA a exigé qu'on discute. Qu'on discute d'abord pour qu'il sache et qu'il soit fixé de manière définitive sur ce qui a pu justifier qu'il a été victime de cette espèce d'exclusion ou d'apartheid. Deuxièmement, si ça s'était convenu, qu'on voit s'il y avait lieu de réparer le préjudice subi par le MFA, d'autant plus que le chef de l'État lui-même a reconnu qu'effectivement, il y avait eu iniquité ou injustice vis-à-vis du MFA. Et troisièmement, si ça s'était convenu, avant qu'on ne s'engage pour 2015 à 2020, il est évident qu'il fallait le maximum de garanties pour que ce genre de situation pénible ne se répète pas. Alors, ça, c'était, si vous voulez, pour la partie que j'appellerais cuisine interne RHDP. Que vous nous révélez là maintenant. Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui un ex-partenaire du RHDP en colère ou frustré? Je suis quelqu'un qui a quitté le RHDP frustré parce que... vous n'avez pas eu les postes que vous attendiez? Je vais vous dire, j'ai attendu des postes tout ce temps, pas pour moi-même, pour ceux qui sont les cadres et les autres responsables au sein de mon parti politique. Nous ne nous voilons pas la face aujourd'hui. Et depuis quelques années en Côte d'Ivoire, les emplois, c'est très rare, et c'est souvent, sinon même presque toujours le cas, par le biais des alliances politiques qu'on arrive à trouver des postes pour tel ou tel. Alors de ce côté, le MFA s'est trouvé frustré. Figurez-vous par exemple que le PDCI s'est retrouvé avec 8 ministères. On ne compte pas le nombre d'ambassades, de PCA, de tout ce que vous voulez. Le RDR, n'en parlons pas. Bon, l'UDPCI même a eu sa part et le MFA s'est retrouvé totalement à zéro. C'est quelque chose qui est très difficile à gérer et ça a été ma frustration. D'autant plus que lors de cette réunion, le chef de l'État a dit lui-même que les fois où nous nous sommes rencontrés, j'ai pris la peine de lui dire que c'est moins ma personne qu'il fallait voir que celle des cadres de mon parti. Alors, donc j'ai quitté le RHDP serein, mais avec quand même cette espèce de petite douleur, de petite frustration par rapport à mes cadres qui n'ont rien eu, et ce qui a fait que justement la crise que nous voyons poindre là a pu se faire parce qu'il était facile devant des affamés, avec des affamés, d'en faire ce que nous voulons. Mais ça n'a pas été le plus important. Vous voulez dire que le pouvoir, là, s'est immiscé dans les affaires du MFA en corrompant, comment je vais dire, des cadres de votre parti pour monter ce coup-là contre vous? Oui, mais je vais vous dire, peut-être, à mon avis, d'où cette volonté a pu venir. C'est que, à côté de ce que je vous ai qualifié tout à l'heure de cuisine interne RHDP, à savoir promesse ou accord non tenu entre partenaires, j'ai quand même tenu à dire aux collaborateurs du chef de l'État que nous étions quand même une formation politique et que nous sommes en politique. En politique, nous ne sommes pas engagés en politique les uns et les autres pour des postes ministériels ou autres, mais par rapport à un engagement vis-à-vis et du pays et de sa population. J'ai donc dit que j'estimais... Même si c'est la source de votre frustration aujourd'hui, ces postes-là que vous n'avez pas eus. Oui, mais je tiens à vous dire que je leur ai dit que le plus important était que nous puissions nous asseoir, les 4 partis partenaires au RHDP, pour faire le bilan des 4 années de gouvernance du RHDP. Que nous voyons, parce que nous avons signé ensemble un programme commun de gouvernement en 2010. Bon, il fallait voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui pouvait être rattrapé. Et c'est important parce que pour nous, MFA, le plus important, c'est notre rapport avec le peuple, notre service vis-à-vis du peuple. Et on ne voudrait pas que demain, ce peuple-là nous dise que vous n'avez cherché que des postes, mais ce qui nous concernait, nous, notre condition, vous n'en avez même pas fait cas. Et c'était ça. Et vous pensez aujourd'hui que
vos autres partenaires du RHDP n'ont pas ne pensent pas à cette démarche-là, je pense, moi, que cette démarche est totalement étrangère à leur vision politique, à leur façon de faire politique, à leur pratique politique. Et à mon avis, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est comme si j'avais moi-même allumé le feu et que je l'avais jeté dans le carburant qui devait me consumer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir soutenu en 2010 Alassane Ouattara ? Non. Et pour une raison simple. La vie s'est faite d'une succession d'engagements. Et à un moment donné de la vie, quand on s'engage, c'est par rapport à un contexte donné et à ce que nous estimons comme prioritaire. Donc le fait d'avoir contribué à créer le RHDP et d'avoir soutenu au deuxième tour Alassane Ouattara, je ne le regrette pas du tout, même si ce que j'attendais pour la Côte d'Ivoire par rapport à cet engagement, je suis frustré, je pense que ça n'a pas été réalisé. Mais ce n'est pas bien tard, la politique ne s'arrête pas, nous continuons à la lutte et nous allons continuer à lutter. Est-ce que vous êtes déçu d'Alassane Ouattara? Je vous dirais que par rapport à notre alliance qui est le RHDP, je ne suis pas satisfait. Et je ne suis pas satisfait. Laissons un peu de côté les individus, les personnes, mais par rapport à ce que le peuple de Côte d'Ivoire et le pays de la Côte d'Ivoire devaient attendre de ce que le RHDP a fait entrevoir entre 2005 et 2010, lorsqu'il était dans l'opposition, face au régime de Laurent Gbagbo, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été tenues. Et d'ailleurs, je n'invente rien. Vous savez que dans tous les quartiers populaires, ça sort de toutes les bouches. Voilà. Alors, vous n'êtes pas déçu, vous ne dites pas que vous êtes déçu. Vous n'êtes pas déçu d'Alassane Ouattara. Je vous confirme que je ne borne pas mon opinion à la personne, je ne ramène pas à la personne. N'oubliez pas que c'est une alliance politique. Hein, et d'ailleurs, il se dit un peu partout qu'en Côte d'Ivoire, le pouvoir politique a deux têtes. Il y a le président Bédié, il y a le président Ouattara, mais en fait, c'est une alliance politique. Il y avait au départ 4 partis, il y en a maintenant un 5e. C'est cette alliance-là qui, le moment venu, devra faire son bilan et rendre compte au peuple ivoirien. Donc, nous ne nous limitons pas à l'individu Alassane Ouattara. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui, vous, de ces années de pouvoir du RHDP? Parce que jusqu'à récemment encore, vous faisiez partie, le MFA, votre MFA faisait partie de la coalition au pouvoir. Bon, si on devait faire un bilan, il faudrait peut-être... En 2-3 mots. Procéder quand même par panneau, par secteur. D'un point de vue économique. Bon, si on prend par exemple l'économie, il est souvent dit, avancé, que nous avons une croissance de produit intérieur brut qui évolue entre 8 et 10%. Ce n'est pas une réalité selon vous? Ce qui peut se faire, ce qui est possible et qui est d'ailleurs flatteur, mais et ensuite on fait valoir, on met en avant les grands travaux d'infrastructure. C'est une très bonne chose. Nous voyons tous les routes qui se font et les ponts qui se font. Mais utile. À côté de cela, il y a un principe simple. Une économie se juge d'abord et avant tout par rapport aux emplois qu'elle crée, parce que c'est par les emplois que la richesse se crée et que la richesse du pays se distribue. Or, un fait est là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on estime qu'il y a entre 5 à 7 millions de personnes qui sont à la recherche d'emploi, avec une grande majorité de jeunes dedans. Donc, avec un tel bilan, on ne peut pas dire que l'économie, le pari économique est réussi. Non, le pari économique n'est pas encore réussi. Il faudra avoir peut-être, en toute humilité, le courage de se réunir, toutes les parties concernées, avec peut-être les bailleurs de fonds et les partenaires au développement, pour se poser des questions quant à cette espèce de quadrature du cercle de l'économie ivoirienne, un produit intérieur brut en croissance de 8 à 10%, mais en même temps, pas d'emploi qui se crée, les conditions de vie des populations qui ne s'améliorent pas, qui sont même difficiles, et patati et patata. C'est donc vous dire que si on prenait l'économie en tant que telle, on est loin de la satisfaction. Au plan démocratique, quel est le bilan que vous faites? Est-ce que la Côte d'Ivoire a fait des progrès en 4 ans ou pas? Écoutez,
pour ce qui est du plan démocratique, même si je pouvais me permettre de me faire beaucoup d'illusions, je peux vous dire que par rapport à ce que je viens de vivre avec mon parti ces derniers jours, mon opinion est faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein de mon parti, brusquement, on a suscité une espèce de front ou de rébellion ou de fronde qui dispose d'énormément de moyens donnés par des collaborateurs du chef de l'État ou par des membres du gouvernement. Ils disposent de choses, de toutes les forces de police qu'ils veulent. Toutes les fois qu'ils se réunissent, ils ont à leur disposition entre 100 et 150 policiers. Ils disposent à volonté également de la télévision ivoirienne. Bon, donc il est évident que quelque part, pour ce qui est de la démocratie, je suis édifié. D'autant plus que eux, ils disposent de la télévision ivoirienne toute la fois qu'ils ont leurs rencontres et leurs meetings. Cette télévision ivoirienne, moi, elle me censure. Elle est venue me trouver, m'a demandé mon point de vue ou mon analyse quant à la situation. J'ai pris le temps, je l'ai bien donné, mais ce n'est jamais passé sur les antennes, ça a été censuré. Peut-être que ce n'est pas encore programmé aussi. Cette même vous voulez me faire rire, cette même mini-rébellion s'est permise de dire, enfin, de faire passer des spots à la télévision annonçant un congrès extraordinaire, mais normalement, la télévision n'a pas le droit de faire passer ces spots sans demander l'avis ou du président du parti que je suis ou du secrétaire général. C'est donc vous dire que de ce côté-là, du point de vue démocratie, je ne crois pas qu'on ait avancé. J'ai peur même, éventuellement, qu'on ait reculé. Je commence à avoir peur qu'on ne se retrouve bientôt, si rien n'est fait pour changer ou faire varier les choses, dans une ambiance pire que celle que nous avons vécue dans les temps du parti unique ici en Côte d'Ivoire. C'est ce que je crains qu'il puisse arriver ici, si tout le monde ne se réveille pas. Et si tout le monde ne crie pas, qu'on ne peut quand même pas accepter qu'en 2015, la Côte d'Ivoire régresse de cette manière par rapport à la démocratie ou à l'idéal démocratique. Est-ce que vous regrettez ces années de combat, ces années où vous avez vraiment combattu Laurent Gbagbo? Aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, j'aurais pas dû le combattre à ce point Écoutez, on ne regrette pas les combats parce que, n'oubliez pas que avant ça, j'ai eu à combattre le système monolithique du Fou-Boigny à côté de Laurent Gbagbo. Donc j'ai mené ce combat à un moment donné. Je pense, moi, jusqu'à aujourd'hui, que c'était le bon combat et que s'il était à refaire, nous devrions tous le refaire. Je me suis retrouvé ensuite en face du pouvoir bédier. J'ai continué à le combattre de cette manière. Ensuite, Laurent Gbagbo est arrivé. Bon, c'était comme une espèce de lueur d'arc-en-ciel pour tous ceux qui avaient longtemps combattu pour la démocratie, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais même au niveau africain. Certaines attentes ont été vides dessus. Il y a eu ce qu'on sait, n'allons pas dans les détails. J'ai eu donc à me retrouver opposé à lui, mais opposé à lui par rapport à mes convictions et par rapport à ce pourquoi j'ai toujours lutté. Je ne le regrette pas et je ne crois même pas que lui m'en voudrait ou qu'il m'en veuille. Non. Si on se retrouvait aujourd'hui, on se comprendrait facilement. Ce qui nous a soudés et nous a fait aller ensemble dès le départ, cette même chose est là et elle demeure. Donc il n'y a pas de problème. Par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui au sein de votre parti, au sein du MFA, est-ce que vous allez saisir la justice comme l'a fait Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien? Est-ce que vous allez saisir la justice? Bon, vous savez que pour saisir la justice, il faut qu'il y ait un élément, un fait. Bon. Pour le moment, ce qui s'est produit, ce congrès extraordinaire, je peux vous dire que je vois difficilement comment ils peuvent en faire un fait parce que ce qu'il faut avoir ou observer comme condition pour tenir un congrès extraordinaire, ils ne l'ont pas observé du tout. Et d'ailleurs, ils ne sont pas en mesure de l'observer tant ils sont minoritaires au sein du parti. Pour tenir un congrès extraordinaire,
soit c'est le président du parti qui le convoque, ce n'était pas le cas, soit alors ceux qui veulent le faire tenir réunissent les 2/3 des voix de tous les membres des instances du parti. Ils ne l'ont pas observé, donc je vois difficilement comment ça devrait être en fait. Toujours est-il que nous tenons prêts, au cas où on apprendrait du ministère de l'Intérieur qu'ils ont déposé les épreuves, les documents de leur congrès et qui se réclament donc direction réelle du MFA, nous allons forcément saisir la justice pour faire valoir simplement ce qui est la réalité d'abord, ensuite le droit, et dire que ce n'est pas seulement une imposture, mais à la limite c'est une plaisanterie, et une plaisanterie de mauvais goût. Très bien. N'est-ce pas quand même dangereux ce que l'on observe depuis un certain moment en Côte d'Ivoire, cette instabilité là au niveau des partis politiques? En fait, en démocratie, les partis politiques devraient rester des pôles de stabilité, mais ce n'est plus le cas. Est-ce que ça vous fait peur aujourd'hui pour la démocratie ivoirienne? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a l'alliance du RHDP qui est au pouvoir. On peut dire que depuis l'appel de Daoukro et depuis le principe du soutien à la candidature unique du docteur Alassane Ouattara pour les présidentielles, vous avez l'UDPCI, bon, il n'y a pas de problème, mais vous avez le MFA qui brusquement se retrouve avec ce genre de problème parce qu'il n'a pas suivi. Mais vous avez, à mon avis, le grand PDCI qui risque lui aussi de se retrouver avec des problèmes autrement multipliés parce qu'il y a 4 personnes là-bas et qui ne sont pas des moines qui apparemment n'approuvent pas cet appel de Daoukro. Bon, au FPI, il y a les problèmes que nous savons, mais ils ont commencé bien avant. Donc, vous avez un peu raison. Voici un pays, la Côte d'Ivoire, où tous les partis politiques semblent avoir des problèmes internes, sauf le parti de celui qui est au pouvoir. Que faut-il en déduire? Que faut-il en conclure? Bon, ça, je ne sais pas trop, mais c'est quand même bien étrange. Est-ce que vous auriez un partenariat avec eux? Sait-on jamais? Je veux parler de KKB, je veux parler de Essi Amara ou encore Charles Kolambani. Est-ce qu'il est possible que voilà, vous vous retrouviez autour ou au sein d'une grande coalition, comme cela est déjà en train d'être initié avec l'aile Sangaré, l'aile FPI Sangaré? Écoutez, le peu que je puisse vous dire, c'est que pour toute personne qui a bien observé l'évolution politique, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de la plupart des pays ces dernières années, une présidentielle, on ne peut plus l'emporter seul. Donc par rapport à un bloc aussi fort quand même que celui constitué par le PDCI et le RDR, il est évident que tous les autres qui sont en face sont condamnés, je dis bien condamnés, à se regrouper. Ça peut se faire rapidement, ça peut peut-être mettre du temps, mais ils sont condamnés à le regrouper et je crois que nous avons quand même une chance. Ils l'ont eux-mêmes compris et ils l'ont déjà initié. Je crois savoir qu'ils sont en très très bon chemin. Donc la chose va se faire. Et pour ce qui est de nous, ouais, MFA, pour peu que ce qui nous semble le plus important de nos principes et de ce que nous défendons soit présent là-bas, il n'y a pas de raison qu'on ne s'accorde pas. D'autant plus que toutes les personnes que vous avez citées de ces différents blocs politiques sont des personnes avec lesquelles nous avons eu à partager ensemble les mêmes combats et souvent quelquefois dans des conditions difficiles par le passé. Donc ce ne sera pas difficile à remettre ensemble. Demain, Abouraman Sangaré et Anaki Kobena se retrouvent quelque part. Ce qu'ils ont à se dire, bon, ils n'ont même pas besoin de se parler pour se comprendre. Plus personne ne sera envoyé à la CPI, c'est ce que disait récemment le chef de l'État. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous inspire cette réaction-là? Plus personne ne sera envoyé à la CPI. Bon, le chef de l'État nous dit par là que aujourd'hui, la justice ivoirienne est capable de juger tout le monde ici. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Et je dirais même que s'il avait été possible d'éviter d'envoyer qui que ce soit à la CPI et surtout d'éviter d'envoyer quelqu'un qui a été chef d'État dans le pays, ça aurait été une très 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 bonne chose. Mais ne revenons pas dessus.
c'est fait, c'est fait. Laurent Gbagbo s'y trouve déjà depuis 4 années. La plupart des pays africains le déplorent, la plupart des chefs d'État africains le déplorent, mais c'est fait, ne revenons pas dessus. Mais ce n'est pas envoyer à ces pays qui est le plus important. Le plus important est que tous ceux qui doivent être jugés soient jugés. Donc si la justice ivoirienne est en mesure de juger tout le monde, bon, mais qu'elle le montre et surtout que ça démarre. Bah, c'est tout le problème. Vous pensez que, comme le disent certains au Front populaire ivoirien, il se pratique aujourd'hui une justice de vainqueur. Vous pensez à cela aussi? Bon, une justice de vainqueur. Je disais souvent aux vainqueurs, qui est vainqueur par rapport à la crise ivoirienne, qui peut se proclamer vainqueur, qui peut rouler la mécanique en disant qu'il a été vainqueur. Ce n'est pas évident. Mais mettons que, puisqu'il a été promis que tout le monde sera jugé, nous attendons donc de voir. Mais il y a quand même une question ou une inquiétude que tout le monde peut avoir. Est-ce qu'il sera aisé de juger des personnes que nous connaissons qui sont forcément concernés par ces affaires et qui sont aujourd'hui de hauts responsables de l'armée ou bien d'autres services de l'État de Côte d'Ivoire? Ça, c'est un problème. Mais il appartient au chef de l'État, lui seul, de répondre à cela. Puisqu'il a juré qu'il n'y aura pas une justice, que tout le monde sera jugé, nous attendons. Alors, qui prendra enfin la défense des victimes de la crise post-électorale de l'ouest de la Côte d'Ivoire? Je pense aux victimes de Dwekwe. Aucune personnalité politique depuis un moment n'en parle. Des actions, des initiatives judiciaires avaient été engagées au lendemain de la crise post-électorale et jusque-là plus rien. Et personne n'en parle. On a comme l'impression que ces victimes-là sont des laissés pour compte. Et pourtant, elles font partie de la République ivoirienne. Écoutez, moi je pense que effectivement, on peut s'étonner, sinon même s'indigner de ce que cet événement, surtout les victimes de Dwekwe, ne soit pas plus souvent évoqué. Mais je pense qu'il y a deux problèmes qui sont d'ailleurs liés, qui sont là. Un, les victimes de Dwekwe, où ça a été vraiment affreux, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais en même temps, c'est lié aussi au problème des terres de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui se trouvent être aujourd'hui occupées par des personnes venant d'autres régions, soit de Côte d'Ivoire, soit alors de la sous-région. Mettons, ça c'est un tout. Et je pense, moi, qu'à ce niveau, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est interpellée. Nous avons aujourd'hui les originaires de ces régions qui sont nombreux dans les faubourgs d'Abidjan ou des autres villes, mais qui sont surtout très nombreux dans la diaspora en France ou ailleurs. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire tout entière a un devoir de solidarité envers ceux-là qui ne sont pas moins ivoiriens que vous ou que moi. Il faut vraiment que nous nous réveillons. Et ce qu'il serait peut-être possible de faire, ce serait de leur demander eux-mêmes de bien s'organiser et de faire monter leur cause à la face publique, sur la scène publique, et là-bas et ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils peuvent le faire, à mon avis. Ils n'ont rien à craindre. C'est normal. Ils auront beaucoup de soutien. Il vaut mieux que ce soit eux qui soient les premiers à lancer leur cri de douleur et ils seront suivis par beaucoup d'autres. C'est le conseil que, personnellement, je peux leur donner. Excellence, pour finir cet entretien, le 25 avril prochain, vos anciens compagnons de lutte vont investir le président Alassane Ouattara comme candidat unique du RHDP à la prochaine présidentielle. Qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, pour nous, MFA, et si vous permettez, pour nous, le vrai MFA, ce que nous attendons de voir, c'est comment le grand tableau de tous ces partis réunis et surtout le grand tableau des leaders de ce parti réunis. Nous ne nous faisons pas d'illusions, nous savons que ce congrès extraordinaire du MFA qui vient d'avoir lieu ce dimanche a uniquement pour objectif
de projeter à la face de la Côte d'Ivoire et du monde entier que le RHDP reste uni et soudé comme il était depuis 2005. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est plus le cas. Mais ce qui n'est plus le cas puisque le président du MFA et le MFA, le vrai MFA, Naki Kobena, n'y est pas. Mais ce que je peux dire à ceux qui sont mes dissidents ou mes trublions d'aujourd'hui, c'est que le 25 avril, c'est effectivement une grande date pour eux. C'est le jour où ils iront au stade, où ils seront acclamés de tout le monde. Mais que je les assure que le lendemain, le RDR n'aura plus besoin d'eux, hein, ou de leur image. Ils seront retombés dans la face commune. Ce sera fini. Merci infiniment, Monsieur Anaki Kobena. Merci d'être passé par chez nous.